Eh bien, comme vous savez, le titre de cette petite causerie, c'est On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Alors, c'est la grande affirmation de Johnny, comme vous savez, ou plutôt de l'auteur-compositeur de la chanson, c'est-à-dire Michel Berger. Et si vous vous souvenez bien, avant que Johnny ne commence à chanter, on entend Nathalie Baye qui donne une phrase, qui dit une phrase de Tennessee Williams. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. Alors voilà, c'est un peu incongru dans une chanson de Johnny d'entendre ça. C'est assez, ça peut paraître peut-être un peu opportuniste, mais ce n'est pas le cas. En fait, il faut savoir que Johnny Hallyday a joué au théâtre en 2011 une pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre, qui raconte l'histoire un peu de deux frères et dans lequel il faisait le rôle de Chicken. Mais je crois que comme la plupart des gens, il faut savoir que Johnny a rencontré Tennessee Williams et s'est intéressé à lui principalement par les films et surtout, je dirais, par un tramway nommé Désir. Mais la question qui est intéressante, je crois, c'est comment se fait-il qu'un auteur du sud des États-Unis, tellement typé, très sudiste, ait pu connaître finalement un succès aussi universel et ayant remué comme ça des sentiments à travers le monde dans des pays vraiment parfois très éloignés. Alors, pour tenter de répondre à la question, on va faire des choix. J'ai décidé de faire l'impasse sur les romans parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y a de très belles choses. Je ne vais pas parler non plus des poésies, alors que je crois que Tennessee Williams est essentiellement un poète, mais je dirais que sa poésie s'est exprimée aussi autrement. On va essentiellement parler du théâtre et aussi un peu de ses nouvelles qui sont, je crois, la partie vraiment importante de son œuvre. Il y a ses mémoires, mais alors ses mémoires, ça c'est vraiment une œuvre de commande, je dirais, où il a évidemment connu énormément de monde, des gens célèbres, donc c'est pas une œuvre en soi, ce sont des souvenirs qu'il donne un peu de ci et de là, qu'on a traduit d'ailleurs en français par les mémoires d'un vieux crocodile. Alors voilà, des anecdotes bien sûr très intéressantes, mais qui ne sont pas l'essentiel de l'œuvre. Et j'irais, bon, pas de roman, mais toute la vie de Tennessee Williams est un roman. Alors on va prendre ce roman au début, le roman de sa vie. Donc c'est au départ, son vrai nom est Thomas Lanier Williams, qui est né donc le 26 du 3 1911 à Columbus dans le Mississippi, qui était en fait une toute petite ville. Hein, c'est pas le Columbus de l'Ohio qui est 40 fois plus grande. Son père est un représentant itinérant, chaussures, etc. C'est essentiellement quelqu'un qui n'est pas souvent là, qui est très éloigné de la maison. Il est en plus joueur de poker, alcoolique, assez violent. Sa mère, c'est la fille d'un pasteur et d'une ancienne prof de musique. C'est quelqu'un de très abrupt, de très rigide. Et en fait, Tennessee Williams va se sentir beaucoup plus proche de ses grands-parents maternels, avec qui d'ailleurs il va vivre un moment. Mais ses grands-parents maternels, donc c'est un environnement extrêmement religieux et l'influence de la Bible va être évidemment énorme sur son œuvre et aussi cette notion d'impureté, de perfection à atteindre. Mais son grand-père, c'est vraiment quelqu'un de très important pour lui. Il va lui faire découvrir d'abord la Nouvelle-Orléans et son carnaval, qui est une ville que vraiment Tennessee Williams adore, alors qu'il n'aime pas du tout Saint-Louis. Il va lui faire découvrir l'Europe aussi. Je dirais que ça va être une des grandes découvertes de Tennessee Williams. Alors, j'ai parlé des parents, mais il y a évidemment la sœur et le frère, et je dirais surtout la sœur, Rose Williams, qui est vraiment quelqu'un qui va énormément compter pour lui, et puis un frère plus jeune, Walter Dakin Williams, qui est d'ailleurs le fils préféré du père. Hein. Le père préfère de loin. Il se reconnaît beaucoup plus dans ce fils-là, qui est plus comme lui, qui est sportif, etc., et qui va d'ailleurs plus tard se lancer en politique, qui va vouloir devenir sénateur, alors qu'il trouve que son fils Thomas est extrêmement efféminé. Il l'appelle parfois Miss Nancy,
Donc il ne comprend pas qu'il préfère lire que faire du sport, et donc ce côté délicat, fragile, ça ne passe pas. Autre chose à propos de l'enfance de Tennessee Williams, c'est son état de santé aussi. Il va contracter très tôt la diphtérie, ce qui fait qu'il va rester longtemps allongé dans son lit, ce qui évidemment favorise l'intériorité et aussi la lecture, la rêverie, la mélancolie, etc. Il a une nounou noire qui s'appelle Ozzy et qui est originaire de la Barbade et qui va lui raconter pas mal de récits de la Barbade, et ça va beaucoup l'intéresser et lui donner vraiment le goût de ces récits. Il va avoir toute sa vie des problèmes de santé physique surtout, des problèmes aux yeux. Il va être opéré quand même. Alors, on dit opéré de la cataracte. Bon, aujourd'hui, ça semble tout à fait banal. À l'époque, quand on est opéré comme ça, on est lié sur un lit, la tête ne peut pas bouger, le corps est attaché, et c'est quelque chose qui va être très douloureux. Il va avoir d'ailleurs une sainte horreur du monde médical à peu près toute sa vie. Un grand tournant, c'est quand il a 12 ans, il reçoit une machine à écrire. Ça, pour lui, ça va être quelque chose de formidable. Il se décrit d'ailleurs un moment au cours de sa vie lui-même comme une machine à écrire, mais ça va être vraiment le cadeau formidable. Et il va publier très tôt des nouvelles, d'abord dans la revue de l'école, et puis très tôt une nouvelle dans une revue qui achète cette nouvelle, qui est Weird Tales, donc les contes de l'étrange, où il publie une nouvelle déjà très violente qui se passe dans l'Égypte ancienne et qui raconte la vengeance, ça s'appelle d'ailleurs la vengeance de Nitocris. Bon, ça ne lui apporte évidemment pas la gloire, il faudra une dizaine, je dirais, d'années pour percer vraiment. Alors il va faire des études, il va étudier le journalisme, mais il n'est pas très passionné par ça, il est passionné par l'écriture par contre. Il fait une très belle dissertation sur Tchekhov, il s'intéresse à Tchekhov et c'est un auteur qui va énormément compter pour lui. Ce qu'il aime chez Tchekhov, c'est cette espèce de fragilité des personnages et d'ambiguïté des personnages aussi. Il va d'ailleurs réécrire, je dirais, ou plutôt adapter La Mouette en écrivant une pièce qui est Les Carnets de Trigorine, et qui sera, bon, ce qu'il écrira dans vraiment la dernière partie de son œuvre. À l'université, donc, il participe à des concours littéraires, il se fait remarquer, etc. Mais comme ses résultats ne sont pas brillants, son père le retire pour le faire travailler dans une fabrique de chaussures, qu'il appelle carrément, lui, la boîte à chaussures. 3 ans. Il va travailler là 3 ans. Il détestera évidemment cette atmosphère où tout est ennuyeux, répétitif, pas intéressant. D'ailleurs, il se rajeunit toujours de 3 ans quand il donne son âge, parce qu'il considère que ces 3 ans-là, il ne les a pas vécus. En fait, donc c'est une espèce de coquetterie, mais pas seulement. Mais ça va lui permettre comme il n'a pas beaucoup de temps à disposition, de se forger une discipline de fer. Il va travailler donc avec régularité à écrire. Parfois, il écrit toute la nuit, le week-end, etc. Donc une activité prodigieuse. Alors, j'ai parlé de sa relation avec les grands-parents. Le voyage en Europe va beaucoup compter. Le voyage se fait par bateau, c'est-à-dire que son grand-père emmène toute une série de paroissiens avec lui, et donc son petit-fils. L'eau, c'est vraiment un élément très important pour Tennessee Williams. S'il y a vraiment un sport qu'il adore, c'est nager. Il va d'ailleurs toujours vouloir habiter près de l'eau. Il aura une maison, un petit bungalow à Key West, en Floride. Quand il habitera il adorera aussi habiter en Sicile à un certain moment. Et alors il a une espèce de crise à Paris. Tout d'un coup, une espèce d'épiphanie, je dirais. Il raconte qu'en se promenant un jour sur les boulevards, il réfléchit tellement et il est effaré tout d'un coup par le mécanisme, en réfléchissant ce qu'est le mécanisme de la pensée et de l'esprit humain. Et ça devient pour lui une espèce de phobie. Il trouve ça absolument vertigineux, à tel point qu'il dit qu'il sent son cœur battre, il doit rejoindre son hôtel, etc., parce que vraiment, il est pris de panique. Et il faudra plus d'1 mois avant que ça ne disparaisse. Il dit d'ailleurs que ça a disparu dans la cathédrale de Cologne, où il a senti, alors qu'il était toujours en proie à cet effroi, que
une main se posait sur lui. Et il dit, bon, je ne crois pas au miracle, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui m'a délivré un petit peu de cette phobie. Délivré, pas tout à fait, parce qu'il va beaucoup s'interroger à partir de ce moment-là sur sa propre santé mentale. Il a l'impression qu'il est fragile de ce point de vue-là. Et quand on voit ces personnages, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des personnages extrêmement en déséquilibre, hein, qui sont toujours un peu sur le fil et qui sont certainement, je dirais, habités par un trouble certain. Alors il abandonne donc l'usine de chaussures, il va continuer à faire des petits métiers, etc., et essayer de produire des pièces, et il écrit des pièces. Alors, en 1937, je vais un peu vite, mais un véritable drame familial se passe, qui va terriblement l'affecter. Sa sœur, en fait, qui a avec lui une relation vraiment fusionnelle, sa sœur est vraiment quelqu'un qui semble, je dirais, traverser une période de névrose, etc. On la décrit souvent, elle va être diagnostiquée comme hystérique, schizophrène, elle va subir quelques petits internements, et en 1937, la mère de Tennessee Williams prend une terrible responsabilité, elle décide de la faire lobotomiser pour essayer de lui enlever ses problèmes. C'est d'ailleurs tout à fait nouveau à l'époque, c'est pratiquement une des premières qu'on fait. Et Tennessee Williams, qui n'a pas pu empêcher la chose, est tout à fait scandalisé. Il va en vouloir énormément à sa mère d'avoir pris une décision pareille. D'ailleurs, les mères, il y a beaucoup de portraits de mères abusives dans les pièces de Tennessee Williams, et c'est clair que sa mère a été une grande inspiration à ce sujet. Mais si on regarde des pièces comme La ménagerie de verre ou Soudain, l'été dernier, etc., on voit très bien que le portrait de la mère est toujours assez terrible. Le problème des débordements sexuels aussi, d'ailleurs, les maladies psychiques, les débordements sexuels vont devenir un thème sous-jacent dans beaucoup de pièces aussi. Alors, il prend une licence à l'université de l'Iowa, il fait toujours de petits boulots. Je passe sur ses escapades, mais il voyage pas mal, Californie, Mexique, New York, etc. Il se rend compte aussi de son homosexualité, même si son premier amour a été une jeune fille quand il était adolescent, qui s'est marié et il a été très, très meurtri par la chose. Alors, je dirais que ces relations homosexuelles vont devenir vraiment prépondérantes pour lui. Et il y a trois hommes, je dirais, qui ont compté dans sa vie. D'abord, un danseur canadien, Kip Kern, c'est vraiment le premier grand amour homosexuel de Tennessee Williams, mais ce dernier va mettre fin à la relation pour se marier d'ailleurs, et il décédera assez tôt d'un cancer. Tennessee Williams à ce moment-là est inconsolable. Le deuxième homme important, c'est un certain Pedro Rodriguez y González, qui est un réceptionniste d'hôtel qu'il a rencontré à Taos, au Nouveau-Mexique. Alors, il y aura 2 ans d'une vie vraiment amoureuse intense, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux. Et donc là, c'est Tennessee Williams qui va mettre fin à la relation. Et enfin, le troisième, vraiment le plus important, c'est Frank Merlo. Frank Merlo, c'est un acteur occasionnel d'origine sicilienne, qui va vivre avec lui 15 ans d'un amour vraiment partagé et très, très profond. Merlo, c'est un peu l'antithèse, je dirais, de Tennessee Williams. Autant Tennessee Williams peut être dépressif, etc., autant Frank Merlo est quelqu'un de solaire, de tout à fait joyeux. Il l'appelle le petit cheval, parce qu'il a une dentition un petit peu particulière. 15 ans d'une vie de couple heureuse, amoureuse, entouré d'amis très souvent célèbres, parce qu'en même temps, ces 15 ans vont être vraiment les 15 ans de succès total pour Tennessee Williams. Je dirais que de 1947 à 1963, c'est la période d'or de Tennessee Williams du point de vue du succès de son œuvre, etc. Et c'est la période des années où il est avec Frank Merlo, parce qu'en 1963, malheureusement, Frank Merlo va décéder, et c'est l'année des plus grandes pièces. Et le
premier gros échec théâtral, c'est en 63, l'année même de la mort de Frank Merlo, où sa pièce Le train de l'aube ne s'arrête plus ici est retirée de Broadway pour la première fois après quelques représentations. Alors, je reviens à sa carrière théâtrale. Donc, il a déjà fait monter 3-4 petites pièces comme ça en amateur, mais la première pièce professionnellement montée, je dirais, c'est en 1940, c'est Battle of Angels, qui va changer de titre après, et il réécrira ça sous le titre La descente d'Orphée. C'est vraiment toutes les pièces obsessionnelles, toutes les obsessions sont déjà là, mais ça ne prend pas. C'est une pièce qui vient beaucoup trop tôt. Ce qu'elle dit de la sexualité féminine aussi est très avant-gardiste. Ça deviendra un film plus tard avec Marlon Brando et Anna Magnani qui s'appelle L'homme à la peau de serpent, The Fugitive Kind, mais pour l'heure c'est un échec. Alors un autre échec de Tennessee Williams, c'est qu'il a essayé aussi d'être scénariste à Hollywood, et là ça n'a pas du tout marché, écrire des scénarios. Il devait écrire le scénario d'un film pour Lana Turner. On lui dit: ne mets pas des mots de plus de 3 syllabes dans la bouche de Lana Turner parce que ça ne marchera pas, mais son scénario n'est absolument pas accepté, et donc même si après il va faire un retour triomphal en tant qu'auteur de théâtre à Hollywood, il est clair que ses débuts de scénariste en tout cas seront un échec total. Alors le vrai succès théâtral, il arrive en 1944, c'est La Ménagerie de verre, qu'il a adapté d'une de ses courtes nouvelles d'ailleurs, un portrait d'une jeune fille en verre, parce qu'en fait il y a toujours un aller-retour entre nouvelles, théâtre très très souvent. Une pièce qui est vraiment un huis clos tout à fait étouffant, d'une famille qui est vraiment la famille de Tennessee Williams. Il y a la mère, puisque le père en fait dans la vie réelle est parti, donc il y a la mère et la jeune fille, et lui, Tom, dans la pièce il s'appelle Tom, le garçon. La jeune fille est très timide, timorée, elle a elle est affligée aussi une légère claudication, donc, et elle est tellement renfermée sur elle-même qu'elle ne s'occupe que de sa petite collection d'animaux de verre, etc. La mère va demander à Tom de faire venir un collègue pour une soirée pour essayer de caser la fille en quelque sorte, mais ça ne marchera pas très bien parce que le collègue en question, à la fin de la soirée, fera savoir que bon, il va se fiancer, qu'il n'est pas du tout, disponible en fait. Alors Tom, je dirais, Tennessee Williams, il est à la fois Tom et Laura en quelque sorte. Même si Laura c'est sa sœur, ils sont tellement fusionnels qu'il y a certainement une partie de lui aussi dans le personnage de Laura, ne serait-ce que ce boitement, cette claudication. C'est aussi un peu le signe de toutes les blessures intérieures de Tennessee Williams. Je dirais que c'est un peu son âme qui boite en quelque sorte. Sa collection d'animaux en verre, on peut le considérer aussi que cette espèce d'attention exclusive sur quelque chose d'aussi fragile, c'est toute l'attention qu'il a pour l'écriture en fait. Parce que l'écriture, on ne sait jamais si ça va vous mener au succès ou à l'échec. Et dans les petits animaux de verre, il y en a un que Laura, donc le personnage, aime particulièrement, c'est une licorne. Et justement, quand le collègue en question, le fameux Jim, va inviter Laura à danser dans l'appartement où elle est seule, il heurte cette licorne, il la fait tomber, la licorne se brise, et en quelque sorte, c'est comme si cette jeune fille avait à la fois perdu sa singularité, elle va d'ailleurs remettre la licorne à Jim, mais en même temps, si c'est une réalité très triste, elle est du coup devenue comme les autres et prête à accepter la vie en fait. Même si sa vie ne va pas être drôle, elle est prête en tout cas à entrer, je dirais, dans le noir de son existence. Alors cette pièce sera un succès vraiment énorme. Elle va être adaptée en film en 1950 avec Kirk Douglas dans le rôle du prétendant. Alors c'est le début des malentendus entre Tennessee Williams et le cinéma. Il va pratiquement aimer aucune adaptation, à part un film. Il n'aime aucune des adaptations qu'on a fait de lui au cinéma, alors que paradoxalement, le cinéma va le rendre vraiment encore plus célèbre. Il se sent tout à fait trahi par ce premier film, et à juste titre, parce que dans ce film, en effet,
On voit un deuxième prétendant à la fin du film qui arrive et qui emmène la fille danser, etc. Et donc elle sort. Donc il y a une fin tout à fait optimiste qui n'est pas du tout la fin de la pièce et qui est surtout tout à fait fausse. Il y aura un autre film refait plus tard par Paul Newman qui lui sera beaucoup plus fidèle à la pièce. Preuve de l'universalité quand même de Tennessee Williams, c'est que il y a une adaptation indienne aussi, donc il y a un réalisateur indien du Kerala qui va adapter cette pièce en 2004 dans un film. Il y a aussi une adaptation iranienne, donc on voit que vraiment ces personnages très typés, en fait, ont quelque chose de tout à fait universel. Alors je vais sauter la pièce suivante qui est Summer and Smoke, été et fumée. Elle est très intéressante, mais elle est coincée entre deux grandes pièces, donc il faut faire des choix, comme je vous ai dit. Parce que après Summer Smoke arrive Un tramway nommé Désir, et ça évidemment ça va être le succès total. C'est sans doute sa pièce la plus populaire, qui parle de la décadence des grandes familles du Sud, parce que c'est très important évidemment pour Tennessee Williams. Donc on connaît l'histoire, Blanche Dubois qui a perdu sa grande propriété, qui a été chassée aussi de son travail de prof, débarque chez sa sœur à la Nouvelle-Orléans, qui vit avec Stanley Kowalski, et c'est vraiment le choc de deux univers. Ce petit univers très fermé, moite dans la sueur, il y a beaucoup de sueur, de moiteur hein, dans les pièces de Tennessee Williams, de la Nouvelle-Orléans, milieu très, très populaire aussi, et cette Blanche Dubois qui arrive du sud des États-Unis avec une allure un peu arrogante, alors qu'elle a en fait tout perdu, et le conflit qu'il va y avoir, cette espèce d'amour-haine entre le beau-frère et elle. Alors pour le casting, il faut quand même en dire un mot. Il y a un jeune inconnu qui s'est imposé tout de suite, qui est Marlon Brando. C'est assez curieux la rencontre parce qu'elle est insolite. En fait, il avait été recommandé par Elia Kazan, donc il est vraiment au début de sa carrière, il n'est absolument pas connu. Il arrive en autostop et Tennessee Williams raconte que d'ailleurs en arrivant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il voit qu'il y a des problèmes d'électricité et de plomberie, et il commence à réparer l'électricité, la plomberie, etc., avant de passer son audition. On ne s'attend pas du tout ça quand on voit le personnage. Son audition est époustouflante, ceux qui écoutent disent ça va, c'est pas la peine de chercher plus loin, etc. Et il va d'ailleurs passer la nuit enroulé là dans une couverture parce qu'il est venu sans le sou, etc. Donc la première du tramway a lieu en 1947 à New York. C'est le triomphe. On lui demande de monter sur scène, etc. La pièce va être montée après à Londres par Laurence Olivier, à Paris par Raymond Rouleau, etc. Tennessee Williams a d'ailleurs demandé qu'elle soit jouée dans 3 endroits en même temps, c'est-à-dire à Berlin, à Paris, avec Arletty d'ailleurs, et à Londres avec Vivien Leigh. Alors que ce n'est pas le cas, hein, ce n'est pas Vivien Leigh qui joue la pièce à Broadway. Donc Marlon Brando va avoir un succès fou. On décide Elia Kazan, qui a mis la pièce en scène, va mettre en scène le film aussi. Il décide à ce moment-là de prendre l'actrice qui a joué à Londres, c'est-à-dire Vivien Leigh. Alors vous me direz pourquoi prendre une Britannique pour jouer quelqu'un qui est du sud des États-Unis, etc., le personnage. D'abord parce que Vivien Leigh avait déjà incarné Scarlett O'Hara, donc elle était vraiment la belle du Sud type, et d'ailleurs elle va avoir son 2e Oscar avec le tramway. Alors à partir de là, tous les succès théâtraux, cinéma s'enchaînent. C'est d'ailleurs assez rare de voir un auteur à la fois avoir tant de succès au théâtre et au cinéma. Il est d'ailleurs le dramaturge américain le plus adapté. Il y a quand même 17 films qui ont été tournés, sans compter les téléfilms, etc. Et donc, La Rose tatouée, La Chatte sur un toit brûlant, etc., toutes les pièces vont s'enchaîner jusqu'en 1963. Alors après 63, ce sera très différent. Il continue à écrire des pièces, il y a beaucoup de pièces en un acte aussi, mais jamais plus aucune n'aura le succès de cette fameuse période dont je parle. Alors lui, évidemment, il fait partie du Gotha artistique maintenant des États-Unis. Il continuera d'ailleurs à en faire partie après. Il sera membre du jury notamment pour le cinéma à Venise. Il sera président du jury à Cannes, quand on donne la palme à Taxi Driver notamment.
Il sillonnera toujours l'Europe pour voir les pièces, etc. Mais à la mort de Franck Merlot, il n'est vraiment plus du tout le même homme. Et qui vivra cette vie un petit peu mondaine et voyageuse, je dirais, jusqu'à sa mort qui malheureusement est tout à fait atroce, puisque dans un hôtel de New York en 83, l'hôtel Élysée, c'est quand même paradoxal, puisque c'est l'Élysée dans la mythologie, il aimait tellement la mythologie qui est le séjour des âmes vertueuses. Alors, il s'étouffe, d'après la version officielle, avec un bouchon de médicaments, d'un flacon de médicaments. Donc, même si on a dit que, bon, il y a des gens qui pensent qu'en fait, il a peut-être pris trop de de Séconal, qui est un barbiturique, etc. On ne va pas gloser là-dessus. Sa sœur Rose, dont il s'est beaucoup occupé par la suite, va lui survivre, évidemment, et ne mourra qu'en 96, en fait, en 96. Alors, je vais m'en tenir là pour la biographie, parce que l'essentiel, évidemment, d'abord, je surveille un petit peu le chrono, donc l'essentiel, ce sont évidemment beaucoup les œuvres. Alors, je vous l'ai dit, il n'a pas aimé les films qui ont été tirés de son œuvre, à part un, Le visage du plaisir, qui d'ailleurs n'est pas tiré d'une pièce de théâtre. À mon avis, c'est peut-être pour ça que le film lui a peut-être plus plu, d'un réalisateur d'ailleurs très peu connu, un réalisateur José Quintero, un réalisateur panaméen, alors qu'il a été quand même mis en scène par Kazan, Richard Brooks, Mankiewicz, Lumet, George Rohill, John Huston, Sidney Pollack, etc., Joseph Losey, bon, Paul Newman aussi, donc. Mais souvent, ils se sentent trahis sur des éléments vraiment essentiels. Un des problèmes, par exemple, c'est que très souvent, l'homosexualité des personnages est gommée. Si on prend, par exemple, La chatte sur un toit brûlant, qui est quand même un gros succès au cinéma, de Richard Brooks, l'homosexualité de Brick, le personnage, est tout à fait passée à la trappe, et donc on a l'impression que le conflit entre lui et sa femme Maggie a une origine différente. Remarquons que très souvent, dans les pièces de Tennessee Williams, le personnage homosexuel n'apparaît pas très souvent. Par exemple, dans La chatte sur un toit brûlant, l'ami de Brick qui s'est suicidé n'apparaît jamais, qui était homosexuel en fait, alors que Brick, lui, n'accepte pas son homosexualité. Dans Le tramway nommé Désir, le mari de Blanche Dubois qui s'est suicidé, on ne le voit jamais, on en entend parler, mais on sait que probablement aussi il a souffert du même problème. Dans Soudain l'été dernier, le personnage de Sébastien, qui est un homosexuel grand amateur aussi de jeunes garçons, on ne le voit pas dans la pièce. On l'évoque, la mère l'évoque tout le temps, mais il n'apparaît pas. Dans le film, il apparaît vaguement, mais tellement vaguement, par images superposées, etc., que c'est comme si, en quelque sorte, il n'était pas là. Alors, autre chose qu'il faut dire à propos de l'homosexualité, c'est que Tennessee Williams n'a jamais voulu se considérer comme un auteur homosexuel. Ce n'est pas l'homosexualité qui l'intéresse, dit-il. Ce qui l'intéresse, c'est l'androgynie. Il y a d'ailleurs un recueil de poèmes qui s'appelle « Androgyne, mon amour », en français, le titre français. Lui, il estime que c'est le côté androgyne des êtres qui l'intéresse. Donc, c'est-à-dire qu'il dit on n'est pas d'un seul sexe. C'est très moderne. On est en plein dans ce genre de questions. Il va décevoir à la fois... Alors, il va être attaqué par les mouvements homophobes, évidemment, mais il va être attaqué aussi par les mouvements homosexuels d'une certaine manière, parce qu'il ne veut pas les représenter, il ne veut pas être le porte-drapeau et on lui en veut. Mais bon, ce qui l'intéresse est beaucoup plus complexe. Alors, il ne veut pas non plus être un auteur réaliste. Si on regarde les dialogues, si on lit les dialogues de Tennessee Williams, ce ne sont pas vraiment des dialogues réalistes, même si les situations sont réalistes, mais on n'est vraiment pas du tout dans des dialogues stéréotypés. On ne sait jamais ce que le personnage va dire, en fait. Il y a parfois vraiment des échappées très, très poétiques. Alors, est-ce que c'est un dramaturge moderne? On peut se poser la question. Si on pense aux années 60 et au théâtre expérimental qui explose à l'époque avec notamment le Living Theatre, Julian Beck, etc.,
c'est pas ça. Lui, il n'est pas comme ça. Donc, le Living Theatre, je vous rappelle que c'est ceux qui veulent amener le théâtre dans la rue, c'est ceux qui veulent abolir la barrière entre théâtre et monde, etc. Lui, il fait pas ça. Il amène le monde sur la scène du théâtre, mais il tient à l'histoire construite, il tient au dialogue, etc. Et pas du tout à ce côté échevelé. Pourtant, il innove beaucoup, parce que si on regarde, il y a souvent une voix off, il y a des bandes son, il y a des images qui sont projetées, donc il se sert de son expérience hollywoodienne, et même, je dirais, tout simplement de spectateur de cinéma, pour, en fait, ajouter images, son, photographie, cinéma dans ses pièces. En fait, il s'inspire de l'idée du théâtre total qui avait été développé en Allemagne à l'époque. Son écriture, elle est à la fois, comme je disais, familière et poétique. Un grand poète qui l'a inspiré, c'est Hart Crane, qui était un auteur homosexuel moderniste, très intéressé aussi par la mythologie. Et Tennessee Williams aurait d'ailleurs voulu que son corps soit rendu à la mer, comme on dit, comme justement Hart Crane qui s'était suicidé en mer. Ce goût de la mythologie, évidemment, ça lui plaît beaucoup, et aussi parce que les personnages de Tennessee Williams ont vraiment une dimension supérieure. Ils sont un peu comme les personnages mythologiques, ils ont quelque chose parfois de divin, ils sont à la fois humains et divins, je dirais. Ensuite, poète, il l'a été aussi dans les descriptions, parce que si vous prenez la description de certaines pièces, dans les indications scéniques, quand il décrit le décor, c'est quelque chose en général qui dans les pièces n'est pas très intéressant. Quand vous lisez une pièce, vous avez tendance à aller vite au dialogue parce que la description du décor, chez lui c'est très poétique en fait. Je vais prendre un exemple, il décrit par exemple le jardin dans Soudain l'été dernier. Le personnage de la mère, Mrs. Venable, a une espèce de jardin tropical chez elle. Alors voilà comment il le décrit, on est quand même dans une pièce, c'est un jardin fantastique, sorte de jungle ou de forêt tropicale, évocateur de l'âge préhistorique, des fougères arborescentes, d'un temps où chez les bêtes s'opérait la transformation des nageoires en pattes, des carapaces d'écailles en peau. Les couleurs de ce jardin jungle sont violentes, d'autant plus qu'elles brillent après la pluie dans la vapeur qui fait monter la grande chaleur. Certains arbres portent d'énormes fleurs, semblables à des organes arrachés à un corps et encore luisants de sang frais. On entend des cris rauques, des sifflements stridents, des bruits de choc, comme si le jardin était peuplé de bêtes, de serpents et d'oiseaux d'une extrême férocité. C'est bien plus que les indications à un metteur en scène. C'est vraiment déjà une ambiance poétique qu'il indique. Je pourrais faire la même chose pour le décor, mais je ne vais pas le faire pour la nuit de l'iguane, mais il y a également une description extrêmement poétique. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la richesse des thèmes abordés. Ça, c'est tout à fait fascinant, parce que les personnages sont vraiment comme des millefeuilles. Et je dirais, il y a chez eux toujours une dimension très individuelle de leurs problèmes et une dimension collective de l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est toujours cette dialectique entre l'aspect individuel et l'aspect représentatif de la collectivité qui est très important à explorer. Il y a toujours... Alors je parlais de la dimension collective, c'est en fait souvent le sud des États-Unis, l'ombre de la faune originelle de ce sud, donc dans son climat poisseux, qui empoisonne toutes ces pièces, la faute de l'esclavage, du racisme. Tennessee Williams est quelqu'un d'absolument pas racisme. Et souvent dans ces pièces, la société punit le marginal, en fait, l'étranger, le déviant, etc. Je pense par exemple à la descente d'Orphée, où Val, le personnage, va être assassiné par la foule. Et avant ça, le père du personnage féminin, Lady, a péri dans sa guinguette dans l'incendie de sa guinguette. Pourquoi ? Parce qu'il avait servi à boire donc à un noir. Donc, dans 12 oiseaux de jeunesse aussi, le personnage Chance, en fait, on menace donc de le châtrer parce qu'il revient chercher la fille qu'il aime, etc. Et que le père est très puissant dans cette petite communauté. Dans Soudain l'été dernier, là c'est encore plus affreux parce que là le personnage est carrément dévoré par des enfants, mais ça c'est un cas un petit peu spécial.
Alors, il y a évidemment un sentiment aussi chez lui. Je crois qu'il est un des premiers à parler de l'incommunicabilité, comme le fera Antonioni plus tard au cinéma, même si, à mon avis, il est plus proche de Pasolini. Mais il voit aussi l'être humain comme un barbare, et il y a énormément, beaucoup de barbarie, effectivement, dans les personnages. Il y a un côté très glauque, il faut bien le dire, qui renvoie au pire démon, parce qu'il a abordé des thématiques quand même absolument terribles. La frigidité, la nymphomanie pour les femmes, l'impuissance, la castration, le viol, la pédophilie, le fétichisme, le cannibalisme, les maladies vénériennes, etc., la mythomanie, la violence de la société, la folie, la pulsion de mort, enfin bref, c'est vraiment un auteur qui a énormément dérangé, mais qui a été très loin dans son exploration. Alors, le tramway nommé Désir, bon, ces personnages sont ambigus et donc la critique va être très ambiguë aussi. Certaines féministes ont trouvé que le tramway nommé Désir, c'était vraiment une pièce misogyne et que, en quelque sorte, on avait plaisir à voir cette femme broyée par une société, etc. Alors que je pense que pour Tennessee Williams, elle est vraiment un exemple de vulnérabilité de la femme, mais de l'être humain, je dirais, en général. Je pense qu'il était tout sauf misogyne et que d'abord il était passionné de psychologie féminine et il a toujours été adoré des actrices et des femmes en général. La plupart des actrices, il leur a donné vraiment des rôles absolument extraordinaires, souvent même beaucoup plus intéressants qu'aux hommes, ou en tout cas tout aussi intéressants. Quand même Vivian Leigh, Elizabeth Taylor, Anna Magnani, Deborah Kerr, Ava Gardner, Sue Lyon, Carol Baker, Catherine Hepburn, Natalie Wood, bon, j'en passe, sont vraiment des actrices qui ont trouvé vraiment de grands rôles grâce à lui. Je disais, dimension individuelle et collective. Bon, Blanche Dubois, par exemple, évidemment, va être broyée par ce milieu dans lequel elle a débarqué au début de la pièce. Mais c'est aussi la défaite du Sud archaïque qui n'a pas su s'adapter à cette modernité qui est représentée par le milieu ouvrier de Stanley Kowalski, etc. Alors, le viol de Blanche dans le tramway, c'est aussi la condamnation, je dirais, de cette violence de la société machiste américaine. Alors, américaine et je dirais mondiale en général, il parle de l'Amérique parce qu'il connaît mieux l'Amérique. C'est une pièce en fait vraiment sur deux femmes, sur deux sœurs. Évidemment, Marlon Brando a eu une telle aura dans ce film qu'on a un peu, je dirais, occulté l'importance du dialogue entre les deux sœurs, mais le personnage, quand vous le voyez joué par d'autres acteurs, souvent, ça a été bon cas, j'ai revu la pièce récemment, le personnage a beaucoup moins de charisme, et quand on lui enlève le charisme de Marlon Brando, c'est un personnage beaucoup moins reluisant. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Je crois que Tennessee Williams pouvait dire « Eh bien, Blanche Dubois, c'est ma sœur et moi », en quelque sorte. Alors, les relations familiales fondées sur la fausseté, ça c'est vraiment quelque chose qu'il déteste aussi. Dans la pièce suivante, La chatte sur un toit brûlant, ben, c'est tout à fait le cas. Encore une fois, on est dans ce sud maudit. Il y a là un riche planteur et sa famille donc qui a un cancer, mais tout le monde le lui cache. Et une espèce de course à l'échalote pour l'héritage entre le fils qui a 5 enfants, qui a un mariage qui fonctionne bien, et l'autre fils qui a épousé Maggie, mais qui est beaucoup plus... que le père préfère pourtant, mais qui est beaucoup moins enclin à faire des enfants, etc., parce que, sans doute, son homosexualité lui parle énormément et qu'il est très mal dans son couple. Maggie est également un très très beau personnage, mais par rapport à Blanche Dubois, c'est un personnage très différent. Donc c'est le personnage qui est joué par Elizabeth Taylor dans le film. C'est une battante en fait. Donc c'est quelqu'un qui va se battre pied à pied contre l'autre famille, et je dirais qu'il le grand point commun entre elle et son mari, et qui va peut-être les rapprocher, parce que la pièce ne le dit pas, c'est qu'il déteste la fausseté des sentiments et la fausseté du jeu des relations sociales, etc.
j'ai quand même envie de très rapidement lire un tout petit extrait pour quand même donner une idée des dialogues de Tennessee Williams. Donc voilà le dialogue entre Margaret, donc Maggie et Brick. Alors il faut savoir que la belle-sœur, qui est un personnage assez abominable et avide, a 5 gosses qui sont totalement insupportables et qu'elle appelle les no-neck monsters, c'est-à-dire les monstres sans cou. Et donc elle dit, Margaret parle, hein, oh, ça y est, ma robe est perdue, Brick. Un de ces monstres sans cou a jeté dessus une galette chaude pleine de beurre. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Ben, je dis qu'un de ces monstres sans cou vient de gâcher ma robe de dentelle. Il faut que je me change. Parce qu'il y a un très beau striptease à l'envers, en fait, dans striptease et rhabillage dans le film. Alors, pourquoi monstre sans cou? Ben, parce que les gosses Gooper n'en ont pas. Ils n'ont pas de cou? Pas l'ombre. Leurs grosses petites têtes s'enfoncent jusqu'au menton dans leur gros petit corps. Pas de chance. Tu peux le dire. Impossible de leur tordre le cou, ils n'en ont pas. Voilà. Je m'arrête là pour l'extrait, mais il y a aussi beaucoup de drôleries dans Tennessee Williams. Alors, les pièces en général, évidemment, finissent mal. Il y a 2 exceptions. Une exception qui est la rose tatouée, due probablement à la présence de Merlot et à la présence de la découverte de l'Italie, je crois, par Tennessee Williams, où il s'est dit, voilà, une société très religieuse aussi, mais qui n'a pas ce côté tragique du sud des États-Unis. Alors c'est une pièce que moi personnellement j'aime pas trop parce que je la trouve un tout petit peu trop cliché. Le personnage, il l'a vraiment écrite en pensant à Anna Magnani. Anna Magnani ne va pas pouvoir la jouer à Broadway parce que son anglais n'est pas suffisant. Par contre, elle va la jouer dans le film et elle aura un Oscar pour le film. Pièce optimiste, dont la rose tatouée, encore une fois, là, le symbole est très ambigu parce que sur le corps du nouvel amant qui est joué par Burt Lancaster, ça apparaît comme une renaissance, alors que cette même rose tatouée, elle va s'apercevoir que son mari défunt qu'elle aimait avait une maîtresse parce que elle a justement cette rose tatouée sur le corps. Voilà, je n'en reviens pas. Il y a que 2 pièces à mon sens qui sont vraiment très optimistes, c'est la rose tatouée et une comédie, l'école des jeunes mariés, qui fera aussi l'objet d'un film d'ailleurs avec Jane Fonda. C'est un peu curieux de voir Kazan faire une comédie, mais Kazan, pardon, excusez-moi, mais c'est Kazan qui a mis en scène aussi. Non, pardon, excusez-moi, Kazan n'a certainement pas mis en scène parce que justement Kazan a refusé la mise en scène de cette comédie et de la rose tatouée. Kazan, en fait, n'aime pas le Tennessee Williams optimiste. Il a l'impression que ce n'est pas le vrai Tennessee Williams. Alors, il passe beaucoup de temps à Key West, etc. Alors là, c'est un... Oula, pardon. Voilà, excusez-moi. C'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, 2 petites pièces qu'il va transformer en un film, en fait, c'est le film Baby Doll, qui va lui attirer énormément d'ennuis, et c'est effectivement 2 pièces mélangées. Alors pourquoi? Parce que, bon, rapidement, je rappelle, c'est l'histoire d'un planteur de coton qui a épousé une femme enfant, mais le contrat de mariage stipule qu'il ne peut pas que le mariage ne peut pas être consommé avant qu'elle n'atteigne l'âge de 20 ans. Alors le mari, évidemment, dès le début du film, est émoustillé parce qu'il regarde sa femme, qui est d'ailleurs dans un lit d'enfance, même si elle a 19 ans, et donc le début commence très fort. Les ligues de vertu vont absolument s'acharner contre cette pièce. Le cardinal Spellman, à l'époque, qui monte en chaire pour condamner le film, qui à un moment d'ailleurs sera retiré de l'affiche. Et d'ailleurs, dans certaines petites villes des États-Unis, les ligues de vertu envoyait les gens se poster à l'entrée des cinémas pour noter le nom des mauvais citoyens qui allaient voir de films. Bon, ça va être un flop commercial. Marilyn Monroe avait voulu le rôle de Carol Baker, ce que Tennessee Williams avait tout à fait accepté. C'est Elia Kazan qui a refusé en disant non, elle n'a pas l'âge du rôle et point à la ligne. Ce sera donc Carol Baker. Mais là aussi, il y a le plan individuel et le plan collectif, parce que il y a d'abord la frustration de la jeune mariée, qu'on a marié, il a ce bonhomme beaucoup plus âgé qu'elle. Il y a la frustration du mari qui est obligé de se muer en voyeur impatient de la consommer. Et puis il y a le voisin soupçonneux qui rentre, et alors il y a tout un jeu érotique. Donc il rentre parce qu'en fait
On a incendié, lui, sa machine, son égreneuse, et il soupçonne évidemment le mari de l'avoir fait. Il rentre chez elle pendant l'absence du mari, et il y a tout ce jeu érotique entre ce voisin et la jeune épouse. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir, ce qui l'intéresse surtout, je dirais, c'est de savoir si c'est bien lui qui a incendié sa machine à égrener. Et en fait, c'est aussi la victoire d'un étranger, en quelque sorte, sur de nouveau ce Sud un peu en déclin, qui est personnifié par le mari de la jeune épouse. Alors, en juin 57, il va entamer, parce que c'est quand même volontaire, une psychothérapie. Ce qui va influencer très fort la pièce qui sera jouée l'année suivante, Suddenly Summers, soudain l'été dernier, que sans doute, à mon avis, la plus terrible de son répertoire. C'est absolument abominable. D'abord, le portrait de la mère, qui à l'écran sera joué par Katharine Hepburn, et dont le fils est mort à l'étranger. Il était accompagné de la nièce, donc de sa cousine, et donc elle veut, comme la cousine est devenue folle à la suite de cet assassinat, de ce meurtre plutôt, je dirais, la Mrs. Venable fait venir au début de la pièce un médecin, parce qu'elle veut, en fait, en échange d'une donation, faire lobotomiser sa nièce pour enlever cette partie-là de son esprit, en quelque sorte. Au cours d'une séance avec sérum de vérité, on va apprendre, la nièce va tout d'un coup avoir la révélation de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage en question a été en fait dévoré par une bande de jeunes, d'enfants. En quelque sorte, ça semble tout à fait irréaliste, mais on apprend à ce moment-là qu'évidemment ce jeune homme, qui s'appelle Sébastien, il faut penser à Saint-Sébastien, mais c'est tout sauf un saint, ce jeune homme en fait se servait de sa mère au départ pour attirer ces jeunes garçons et les consommer lui-même, et c'est un peu le tourisme sexuel au fond, comme il existe après, et ensuite il s'est servi de sa cousine, quand la mère est devenue trop âgée pour jouer ce rôle-là. Voilà, une pièce absolument terrible, mais je pense que cette dévoration, elle n'est pas à prendre au sens propre, elle est à prendre au sens tout à fait métaphorique, et pour lui, l'Amérique, c'est une société de gens qui se dévorent les uns les autres, a-t-il dit. Alors c'est une pièce et un film qui vont faire scandale. Là aussi, il n'a pas du tout aimé le film. L'actrice principale non plus, d'ailleurs. Katharine Hepburn va cracher un moment au pied de Mankiewicz de dégoût pour le rôle qu'on lui fait jouer, mais enfin, elle l'avait accepté. C'est la pièce la plus scandaleuse, mais c'est aussi, je dirais... on retrouve vraiment ce sadisme total aussi dans une nouvelle qui donnera lieu à un film français aussi qui s'appelle Le Masseur Noir, où vraiment là il y a une relation tout à fait sadomasochiste entre un homme qui est tout à fait faible, etc., qui un jour dans un salon de massage se fait masser par un grand géant noir et qui lui fait un peu mal, et cette relation entre les deux va devenir totalement sadomasochiste, au point de terminer par le cannibalisme, comme dans Soudain l'été dernier, où le blanc va demander évidemment au noir de le dévorer carrément, et de le manger carrément. Donc ce sont vraiment des thématiques terriblement fortes, mais on voit aussi l'aspect tout à fait collectif. C'est l'expiation en quelque sorte du blanc pour toutes les fautes du sud des États-Unis vis-à-vis du noir, l'esclavage, etc. Ça a été l'objet d'un film français qui a obtenu la Caméra d'Or à Cannes en 86 et qui s'appelle, je sais plus, c'est Noir et Blanc, de Claire de Verre, donc, mais qui est transposé en France, ce qui à mon avis est un petit peu plus bizarre parce que du coup la dimension évidemment typiquement esclavagisme du Sud disparaît tout à fait. Alors voilà, donc très souvent, comme vous le voyez, les héros de Tennessee Williams sont évidemment des victimes. C'est la même chose avec 12 oiseaux de la jeunesse aussi. C'est la même chose avec La nuit de l'iguane, qui est une pièce absolument magnifique, mais dont je n'ai pas beaucoup le temps de vous parler, mais où un révérend défroqué va
qui est devenu guide, en fait, conduit toute une série de dames là, dans l'hôtel d'une amie. Il va être... dans le groupe, il y a une jeune allumeuse, etc., qui est d'ailleurs l'actrice Sue Lyon, qui avait joué Lolita auparavant, donc parfaite pour le rôle. Et c'est un très très beau huis clos, je trouve, entre lui et une femme qu'il rencontre là. Il est à un moment donné, il veut se suicider à la mer et donc on le lit dans son hamac. On a aussi capturé un iguane et donc il y a beaucoup de métaphores animales. On n'a pas le temps malheureusement de revenir là-dessus. Et il sera donc tout à fait, comment dire... c'est une pièce à mon avis que j'aime beaucoup parce qu'elle est très équilibrée. Je trouve que... Elle a une dose d'optimisme, parce qu'il y a quand même une idée de solidarité entre les êtres qui n'apparaît pas en général. Voilà, je vais terminer là. Je ne vous parle pas du tournage de ce film, parce qu'il a été incroyable, mais vous voyez que c'est un auteur qui a toujours creusé inlassablement ce sillon, et qui a rendu ses interrogations sur l'existence de façon tellement subtile, que même quand les situations sont extrêmes, on s'y retrouve. On s'y retrouve parce qu'il a cherché vraiment à explorer absolument l'humanité des gens. Alors pour terminer, je vous dirais que dans l'attrape-cœur, Holden Caulfield, le personnage, dit qu'il y a deux sortes d'auteurs qu'on apprécie. Il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on apprécie, mais dont on peut se contenter du livre, et puis les autres qu'on apprécie, mais dès qu'on a terminé la dernière page, on a envie de téléphoner à l'auteur pour devenir son ami. Et je crois que Tennessee Williams, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un dont on a envie de devenir l'ami. Malheureusement, il n'y a pas de ligne avec l'au-delà, et donc je crois que s'il a continué son papillonnage mondain, eh bien il doit être en train de boire un coup avec Johnny là-haut. Je vous remercie. Alors je parlais de la dimension collective, c'est en fait souvent le sud des États-Unis, l'ombre de la faute originelle de ce sud, donc dans son climat poisseux, qui empoisonne toutes ces pièces, hein, la faute de l'esclavage, du racisme. Tennessee Williams est quelqu'un d'absolument pas racisme. Et souvent dans ces pièces, la société punit le marginal, en fait, hein, l'étranger, le déviant, etc. Je pense par exemple à la descente d'Orphée, où Val, le personnage, va être assassiné par la foule. Et avant ça, le père du personnage féminin, Lady, a péri dans sa guinguette dans l'incendie de sa guinguette. Pourquoi? Parce qu'il avait servi à boire donc à un noir. Donc, dans 12 oiseaux de jeunesse aussi, le personnage Chance, en fait, on menace donc de le châtrer parce qu'il revient chercher la fille qu'il aime, etc. Et que le père est très puissant dans cette petite communauté. Dans Soudain l'été dernier, là c'est encore plus affreux parce que là le personnage est carrément dévoré par des enfants, mais ça c'est un cas un petit peu spécial. Alors il y a évidemment un sentiment aussi chez lui, je crois qu'il est un des premiers à parler de l'incommunicabilité, comme le fera Antonioni plus tard au cinéma, même si à mon avis il est plus proche de Pasolini, mais il voit aussi l'être humain comme un barbare, et il y a beaucoup de barbarie effectivement dans les personnages. Il y a un côté très glauque, il faut bien le dire, qui renvoie au pire démon, parce qu'il a abordé des thématiques quand même absolument terribles. La frigidité, la nymphomanie pour les femmes, l'impuissance, la castration, le viol, la pédophilie, le fétichisme, le cannibalisme, les maladies vénériennes, etc., la mythomanie, la violence de la société, la folie, la pulsion de mort, enfin bref, c'est vraiment un auteur qui a énormément dérangé, mais qui a été très loin dans son exploration. Alors, le tramway nommé Désir, bon, ces personnages sont ambigus, et donc la critique va être très ambiguë aussi. Certaines féministes ont trouvé que le tramway nommé Désir, c'était vraiment une pièce misogyne, et que, en quelque sorte, on avait plaisir à voir cette femme broyée par une société, etc., alors que je pense que pour Tennessee Williams, elle est vraiment un exemple de vulnérabilité de la femme, mais de l'être humain, je dirais, en général. Je pense qu'il était tout sauf misogyne, et que d'abord il était passionné de psychologie féminine,
Et il a toujours été adoré des actrices et des femmes en général. La plupart des actrices, il leur a donné vraiment des rôles absolument extraordinaires, souvent même beaucoup plus intéressants qu'aux hommes, ou en tout cas tout aussi intéressants. Quand même, Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Anna Magnani, Deborah Kerr, Ava Gardner, Sue Lyon, Carol Baker, Catherine Hepburn, Natalie Wood, bon, j'en passe, sont vraiment des actrices qui ont trouvé vraiment de grands rôles grâce à lui. Je disais, dimension individuelle et collective. Bon, Blanche Dubois, par exemple, évidemment, va être broyée par ce milieu dans lequel elle a débarqué au début de la pièce, mais c'est aussi la défaite du Sud archaïque, qui n'a pas su s'adapter à cette modernité qui est représentée par le milieu ouvrier de Stanley Kowalski, etc. Alors, le viol de Blanche dans le tramway, c'est aussi la condamnation, je dirais, de cette violence de la société machiste américaine. Alors, américaine, et je dirais mondiale en général, il parle de l'Amérique parce qu'il connaît mieux l'Amérique. C'est une pièce, en fait, vraiment sur deux femmes, sur deux sœurs. Évidemment, Marlon Brando a eu une telle aura dans ce film qu'on a un peu, je dirais, occulté l'importance du dialogue entre les deux sœurs. Mais le personnage, quand vous le voyez joué par d'autres acteurs, souvent, ça a été mon cas, j'ai revu la pièce récemment, le personnage a beaucoup moins de charisme, et quand on lui enlève le charisme de Marlon Brando, c'est un personnage beaucoup moins reluisant. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi », je crois que Tennessee Williams pouvait dire « Eh bien, Blanche Dubois, c'est ma sœur et moi », en quelque sorte. Alors, les relations familiales fondées sur la fausseté, ça c'est vraiment quelque chose qu'il déteste aussi. Dans la pièce suivante, La chatte sur un toit brûlant, ben, c'est tout à fait le cas. Encore une fois, on est dans ce sud maudit. Il y a là un riche planteur et sa famille donc, qui a un cancer, mais tout le monde le lui cache. Et une espèce de course à l'échalote pour l'héritage entre le fils qui a 5 enfants, qui a un mariage qui fonctionne bien, et l'autre fils qui a épousé Maggie, mais qui est beaucoup plus... que le père préfère pourtant, mais qui est beaucoup moins enclin à faire des enfants, etc., parce que, sans doute, son homosexualité lui parle énormément et qu'il est très mal dans son couple. Maggie est également un très très beau personnage, mais par rapport à Blanche Dubois, c'est un personnage très différent. Donc c'est le personnage qui est joué par Elizabeth Taylor dans le film. C'est une battante en fait. Donc c'est quelqu'un qui va se battre pied à pied contre l'autre famille, et je dirais qu'il le grand point commun entre elle et son mari, et qui va peut-être les rapprocher, parce que la pièce ne le dit pas, c'est qu'il déteste la fausseté des sentiments et la fausseté du jeu des relations sociales, etc. J'ai quand même envie de très rapidement lire un tout petit extrait pour quand même donner une idée des dialogues de Tennessee Williams. Donc voilà le dialogue entre Margaret, donc Maggie et Brick. Alors il faut savoir que la belle-sœur, qui est un personnage assez abominable et avide, a 5 gosses qui sont totalement insupportables et qu'elle appelle les no-neck monsters, c'est-à-dire les monstres sans cou. Et là, donc elle dit, Margaret parle, hein, « Oh, ça y est, ma robe est perdue, Brick. Un de ces monstres sans cou a jeté dessus une galette chaude pleine de beurre. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Ben, je dis qu'un de ces monstres sans cou vient de gâcher ma robe de dentelle. Il faut que je me change. » Parce qu'il y a un très beau striptease à l'envers, en fait, dans striptease et rhabillage dans le film. Alors, pourquoi monstres sans cou? Ben, parce que les gosses Gooper n'en ont pas. Ils n'ont pas de cou? Pas l'ombre. Leurs grosses petites têtes s'enfoncent jusqu'au menton dans leur gros petit corps. Pas de chance. Tu peux le dire. Impossible de leur tordre le cou, ils n'en ont pas. Voilà. Je m'arrête là pour l'extrait, mais il y a aussi beaucoup de drôleries dans Tennessee Williams. Alors, les pièces en général, évidemment, finissent mal. Il y a 2 exceptions. Une exception qui est La Rose tatouée, due probablement à la présence de Merlot et à la présence de la découverte de l'Italie, je crois, par Tennessee Williams, où il s'est dit, voilà, une société très religieuse aussi, mais qui n'a pas ce côté tragique du sud des États-Unis. Alors c'est une pièce que moi, personnellement, j'aime pas trop, parce que je la trouve
un tout petit peu trop cliché. Le personnage, il l'a vraiment écrite en pensant à Anna Magnani. Anna Magnani ne va pas pouvoir la jouer à Broadway parce que son anglais n'est pas suffisant. Par contre, elle va la jouer dans le film et elle aura un Oscar pour le film. Pièce optimiste dont la rose tatouée, encore une fois, là, le symbole est très ambigu parce que sur le corps du nouvel amant qui est joué par Burt Lancaster, ça apparaît comme une renaissance, alors que cette même rose tatouée, elle va s'apercevoir que son mari défunt qu'elle aimait avait une maîtresse parce que elle a justement cette rose tatouée sur le corps. Voilà, je n'en reviens pas. Il y a que deux pièces à mon sens qui sont vraiment très optimistes, c'est La rose tatouée et une comédie, L'école des jeunes mariés, qui fera aussi l'objet d'un film d'ailleurs avec Jane Fonda. C'est un peu curieux de voir Kazan faire une comédie, mais Kazan, pardon, excusez-moi, mais c'est Kazan qui a mis en scène aussi. Non, pardon, excusez-moi, Kazan n'a certainement pas mis en scène parce que justement Kazan a refusé la mise en scène de cette comédie et de La rose tatouée. Kazan en fait n'aime pas le Tennessee Williams optimiste. Il a l'impression que ce n'est pas le vrai Tennessee Williams. Alors, il passe beaucoup de temps à Key West, etc. Alors là, c'est un... Oula, pardon. Voilà, excusez-moi. C'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, deux petites pièces qu'il va transformer en un film, en fait, c'est le film Baby Doll, qui va lui attirer énormément d'ennuis, et c'est effectivement deux pièces mélangées. Alors pourquoi? Parce que, bon, rapidement, je rappelle, c'est l'histoire d'un planteur de coton qui a épousé une femme enfant, mais le contrat de mariage stipule qu'il ne peut pas que le mariage ne peut pas être consommé avant qu'elle n'atteigne l'âge de 20 ans. Alors le mari, évidemment, dès le début du film, est émoustillé parce qu'il regarde sa femme, qui est d'ailleurs dans un lit d'enfance, même si elle a 19 ans, et donc le début commence très fort. Les ligues de vertu vont absolument s'acharner contre cette pièce. Le cardinal Spellman, à l'époque, qui monte en chaire pour condamner le film, qui à un moment d'ailleurs sera retiré de l'affiche. Et d'ailleurs, dans certaines petites villes des États-Unis, les ligues de vertu envoyaient les gens se poster à l'entrée des cinémas pour noter le nom des mauvais citoyens qui allaient voir le film. Bon, ça va être un flop commercial. Marilyn Monroe avait voulu le rôle de Carroll Baker, ce que Tennessee Williams avait tout à fait accepté. C'est Elia Kazan qui a refusé en disant non, elle n'a pas l'âge du rôle et point à la ligne. Ce sera donc Carroll Baker. Mais là aussi, il y a le plan individuel et le plan collectif, parce que il y a d'abord la frustration de la jeune mariée, qu'on a marié, il a ce bonhomme beaucoup plus âgé qu'elle. Il y a la frustration du mari qui est obligé de se muer en voyeur impatient de la consommer. Et puis il y a le voisin soupçonneux qui rentre, et alors il y a tout un jeu érotique. Donc il rentre parce qu'en fait on a incendié lui sa machine, son égreneuse, et il soupçonne évidemment le mari de l'avoir fait. Il rentre chez elle pendant l'absence du mari, et il y a tout ce jeu érotique entre ce voisin et la jeune épouse. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir, ce qui l'intéresse surtout, je dirais, c'est de savoir si c'est bien lui qui a incendié sa machine à égrener. Et en fait, c'est aussi la victoire d'un étranger, en quelque sorte, sur de nouveau ce Sud un peu en déclin, qui est personnifié par le mari de la jeune épouse. Alors, en juin 57, il va entamer, parce que c'est quand même volontaire, une psychothérapie. Ce qui va influencer très fort la pièce qui sera jouée l'année suivante, Suddenly Summers, soudain l'été dernier, que sans doute, à mon avis, la plus terrible de son répertoire. C'est absolument abominable. D'abord, le portrait de la mère, qui à l'écran sera joué par Katharine Hepburn, et dont le fils est mort à l'étranger. Il était accompagné de la nièce, donc de sa cousine, et donc elle veut, comme la cousine est devenue folle à la suite de cet assassinat, de ce meurtre plutôt, je dirais, la Mrs. Venable fait venir au début de la pièce un
un médecin, parce qu'elle veut, en fait, en échange d'une donation, faire lobotomiser sa nièce pour enlever cette partie-là de son esprit, en quelque sorte. Au cours d'une séance avec sérum de vérité, on va apprendre, la nièce va tout d'un coup avoir la révélation de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage en question a été en fait dévoré par une bande de jeunes, d'enfants. En quelque sorte, ça semble tout à fait irréaliste, mais on apprend à ce moment-là qu'évidemment ce jeune homme, qui s'appelle Sébastien, il faut penser à Saint-Sébastien, mais c'est tout sauf un saint, ce jeune homme en fait se servait de sa mère au départ pour attirer ces jeunes garçons et les consommer lui-même, et c'est un peu le tourisme sexuel au fond, comme il existe après, et ensuite il s'est servi de sa cousine, quand la mère est devenue trop âgée pour jouer ce rôle-là. Voilà, une pièce absolument terrible, mais je pense que cette dévoration, elle n'est pas à prendre au sens propre, elle est à prendre au sens tout à fait métaphorique, et pour lui, l'Amérique, c'est une société de gens qui se dévorent les uns les autres, a-t-il dit. Alors c'est une pièce et un film qui vont faire scandale. Là aussi, il n'a pas du tout aimé le film. L'actrice principale non plus, d'ailleurs. Katharine Hepburn va cracher un moment au pied de Mankiewicz de dégoût pour le rôle qu'on lui fait jouer, mais enfin, elle l'avait accepté. C'est la pièce la plus scandaleuse, mais c'est aussi, je dirais... on retrouve vraiment ce sadisme total aussi dans une nouvelle qui donnera lieu à un film français aussi qui s'appelle le Masseur Noir, où vraiment là il y a une relation tout à fait sadomasochiste entre un homme qui est tout à fait faible, etc., qui un jour dans un salon de massage se fait masser par un grand géant noir et qui lui fait un peu mal, et cette relation entre les deux va devenir totalement sadomasochiste, au point de terminer par le cannibalisme, comme dans Soudain l'été dernier, où le blanc va demander évidemment au noir de le dévorer carrément, et de le manger carrément. Donc ce sont vraiment des thématiques terriblement fortes, mais on voit aussi l'aspect tout à fait collectif. C'est l'expiation en quelque sorte du blanc pour toutes les fautes du sud des États-Unis vis-à-vis du noir, l'esclavage, etc. Ça a été l'objet d'un film français qui a obtenu la Caméra d'Or à Cannes en 86, qui s'appelle, je ne sais plus, c'est Noir et Blanc, de Claire de Verre, donc, mais qui est transposé en France, ce qui à mon avis est un petit peu plus bizarre, parce que du coup la dimension évidemment typiquement esclavagisme du Sud disparaît tout à fait. Alors voilà, donc très souvent, comme vous le voyez, les héros de Tennessee Williams sont évidemment des victimes. C'est la même chose avec 12 oiseaux de la jeunesse aussi. C'est la même chose avec La nuit de l'iguane, qui est une pièce absolument magnifique, mais dont je n'ai pas beaucoup le temps de vous parler, mais où un révérend défroqué qui est devenu guide, en fait, conduit toute une série de dames là dans l'hôtel d'une amie. Il va être... dans le groupe, il y a une jeune allumeuse, etc., qui est d'ailleurs l'actrice Sue Lyon, qui avait joué Lolita auparavant, donc parfaite pour le rôle. Et c'est un très très beau huis clos, je trouve, entre lui et une femme qu'il rencontre là. Il est à un moment donné, il veut se suicider à la mer, et donc on le lie dans son hamac. On a aussi capturé un iguane, et donc il y a beaucoup de métaphores animales. On n'a pas le temps malheureusement de revenir là-dessus. Et il sera donc tout à fait, c'est une pièce à mon avis que j'aime beaucoup parce qu'elle est très équilibrée. Je trouve que elle a une dose d'optimisme, parce qu'il y a quand même une idée de solidarité entre les êtres qui n'apparaît pas en général. Voilà, je vais terminer là. Je ne vous parle pas du tournage de ce film, parce qu'il a été incroyable, mais vous voyez que c'est un auteur qui a toujours creusé inlassablement ce sillon, et qui a rendu ses interrogations sur l'existence de façon tellement subtile, que même quand les situations sont extrêmes, on s'y retrouve. On s'y retrouve parce qu'il a cherché vraiment à explorer absolument l'humanité des gens. Alors pour terminer, je vous dirais que dans l'attrape-cœur, Holden Caulfield, le personnage, dit qu'il y a deux sortes d'auteurs qu'on apprécie. Il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on apprécie, mais dont on peut se contenter du livre, et puis les autres qu'on apprécie, mais dès qu'on a terminé la dernière page,
on a envie de téléphoner à l'auteur pour devenir son ami. Et je crois que Tennessee Williams, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un dont on a envie de devenir l'ami. Malheureusement, il n'y a pas de ligne avec l'au-delà, et donc je crois que s'il a continué son papillonnage mondain, eh bien il doit être en train de boire un coup avec Johnny là-haut. Je vous remercie.